La marge à l'endroit où on peut vraiment apporter de la valeur sur les pompiers, c'est dans les premières minutes où ça fait une énorme différence entre envoyer un camion de pompiers pour une équipe d'intervention et solliciter des canadaires par exemple. Et la chaîne du coup de détection qu'on a envisagée est la suivante. Donc on met ce petit modèle qui juste sur une image dit est-ce qu'il y a un incendie ou pas. On lui envoie les flux des caméras qu'on met sur des tours de guet de pompiers. Quand il y a un incendie qui est détecté par ce modèle-là, il va transmettre les informations de localisation, d'orientation, plus la photo par notre API et qui retransmet ça aux pompiers comme une notification sur la plateforme qu'on a mis sur leurs écrans. Aujourd'hui, je reçois François Guillaume, alias FG, pour échanger sur un projet qui a été accéléré par l'association Data for Good. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas Data for Good, vous pouvez aller écouter l'épisode 17. On a lancé une petite collaboration avec l'association pour mettre en avant sur le podcast des projets à impact. Et aujourd'hui, on va parler du projet Pioneer, qui a développé une solution qui détecte de manière précoce les incendies. Hello FG, ça va ? Salut, ça va très bien, merci. Est-ce que tu peux te présenter pour commencer et nous expliquer un peu la genèse de Pioneer ? Oui, bien sûr. Alors moi, je suis ingénieur de formation de manière assez simple, un parcours relativement classique. En sortant d'école, j'ai eu des expériences dans différentes startups, plutôt au début de leur aventure. Et à côté de ça, je me suis dit que je pourrais peut-être mettre mes compétences au service d'un autre projet. En l'occurrence, je me suis rapproché de Data for Good qui proposait de faire du bénévolat de compétences. Je me suis lié d'amitié avec la présidente aujourd'hui, donc Lou, que tu as déjà interviewé, il me semble, et qui m'a pas mal poussé pour lancer un projet dont je lui avais parlé sur la détection des feux de forêt. On a lancé ça en 2019 et le projet a été accéléré, et c'est là que c'est parti. Tu peux nous raconter un peu comment vous vous y êtes pris, comment ça s'est passé depuis le lancement en 2019, un peu étape par étape En fait, ça a commencé un peu plus tôt. J'ai participé à un hackathon en 2018 sur la prévision des risques naturels, et notamment les feux de forêt. Et on avait proposé une idée de récupérer des téléphones qui ne servent plus trop pour détecter ces incendies. Le souci, c'est que l'idée était très sympa, mais bon, il y avait quelques petites complexités techniques dans le recyclage, que ça soit sur la partie logicielle ou matérielle des téléphones. Et donc on a itéré un peu là-dessus. Donc j'ai fait un petit modèle pour pouvoir détecter les incendies, juste la partie logicielle. Pitcher ça à la saison 6 de Data for Good, qui nous a permis de récupérer beaucoup de bénévoles et de rencontrer les personnes qui partagent aujourd'hui la responsabilité légale de l'asso avec moi et qui m'accompagnent dans ce projet-là. Tu peux nous expliquer comment ça fonctionne un petit peu, qui sont peut-être les utilisateurs, quel est le flow aussi un peu de data, s'il y en a. Ouais, bien sûr. Alors, les premières critiques qu'on a eues au tout début du projet, elles sont doubles. La première, c'est pourquoi est-ce que vous n'utilisez pas les données satellites ? Donc ça, c'est quelque chose qu'on a découvert en creusant un peu, mais les flux satellites qui peuvent nous intéresser sont généralement différés d'une quinzaine de minutes, pour des raisons de défense, parfois pour des raisons juste d'accès au flux. Et donc ça marchait pas trop parce que nous on voulait faire de la détection précoce. La marge à l'endroit où on peut vraiment apporter de la valeur sur les pompiers, c'est dans les premières minutes où ça fait une énorme différence entre envoyer un camion de pompiers pour une équipe d'intervention et solliciter des canadaires par exemple. Donc c'est dans ces premières minutes qu'il faut qu'on se place. Et en creusant ça, donc on a fait pas mal d'entretiens utilisateurs avec ces pompiers-là. Ça nous a permis de cibler toute la chaîne de détection de leur côté. Dans la plupart des départements, à part la région parisienne qui est un peu particulière, il y a un organe qui coordonne de manière opérationnelle toutes les actions des pompiers sur le département. Donc s'ils reçoivent un appel ou qu'ils ont une détection de la part d'un guetteur qui les alerte sur un incendie, ce centre de coordination opérationnelle, il faut voir ça comme un centre à la fois d'appel et de préparation de l'intervention. Donc ils coordonnent toutes ces informations et ça leur permet de lancer l'alerte. Donc on a ciblé le fait que c'est eux nos utilisateurs de ce système-là. Les pompiers n'ont pas nécessairement leur téléphone ou les moyens qu'on peut imaginer comme fréquents sur leur lieu de travail quand ils sont en intervention. Et donc ils ont une salle d'opération avec des écrans et c'est là-dessus qu'on s'est dit c'est vraiment à cet endroit-là qu'il faut faire quelque chose. Et la chaîne du coup de détection qu'on a envisagée est la suivante. Donc on met ce petit modèle qui juste sur une image dit est-ce qu'il y a un incendie ou pas. On lui envoie les flux des caméras qu'on met sur des zones des tours de guet de pompiers. Donc on pourrait se dire pourquoi pas les mettre ailleurs. Il nous faut comme c'est vraiment sur de la vision, pour avoir le maximum en termes de champ de vision et de surveillance, il faut qu'on prenne des points surélevés. L'avantage, c'est que les tours de guet des pompiers sont littéralement faites pour ça. Donc en fait, on s'est dit on va utiliser d'abord les infrastructures existantes dans un premier temps, et donc on les place là-dessus. Quand il y a un incendie qui est détecté par ce modèle-là, il va transmettre cette alerte, donc les informations de localisation, d'orientation, plus la photo,
par notre API un serveur informatique et qui retransmet ça aux pompiers comme une notification sur la plateforme qu'on a mis sur leurs écrans. Et du coup, la tour de guet, historiquement, effectivement, je sais même pas si j'en ai déjà vu une. C'est une espèce de grande tour où avant c'était juste les pompiers ou certaines équipes de pompiers qui allaient, qui montaient pour regarder s'il y avait des feux. C'est administré par les pompiers. C'est des points surélevés qui sont généralement identifiés dans chaque département. Ça peut permettre de planter une antenne de télécommunication. Très souvent le cas, et une tour de guet. Sur cette tour de guet, généralement, c'est des saisonniers, donc c'est pas des pompiers à proprement parler, c'est des personnes qui sont contractées par les pompiers pour venir faire de la surveillance, et ça leur permet, par exemple, de confirmer une alerte qu'ils ont pu avoir au téléphone par le citoyen lambda qui est passé à côté, qui a vu un panache de fumée, s'assurer que c'est pas un barbecue ou autre chose, et ils sortent leurs jumelles, dire qu'effectivement, il y a quelque chose ou pas. Ok, donc maintenant, c'est des petites caméras qui sont posées sur ces tours de guet, qui détectent via un algorithme dont on peut parler juste après, s'il y a un feu ou pas, et qui envoie cette information via une API directement à l'équipe de pompiers dont tu parlais, elle est capable après de réagir et d'envoyer les équipes au bon endroit. Et je sais qu'une des premières expériences que vous avez mis en place, des premiers tests pour vraiment confronter la solution, c'était une phase que vous avez eue en Ardèche. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ça, nous expliquer comment ça s'est passé et dans quelle mesure aussi vous avez appris des choses pour améliorer le produit ou le projet? Ouais, on a eu la chance d'être mis en relation, encore une fois, grâce à Data for Good, avec la cellule qui s'occupe de l'innovation chez les pompiers, donc Atraxis, et Thibaut Réfet, que je remercie beaucoup. C'est lui qui nous a mis en contact avec tous les pompiers, avec qui on a pu faire des entretiens, discuter, envisager un partenariat. L'Ardèche, du coup, nous a proposé, pas directement, mais en tout cas, a été ouvert à la discussion pour faire une phase d'expérimentation. Et donc, nous, ça nous a permis de faire toute cette phase d'entretien. On a fait une première visite là-bas pour aller visiter le centre de coordination opérationnelle, discuter un peu avec les gens, s'assurer que ça sera un outil pertinent, voir ce qui se passait quand ils reçoivent un appel, comment c'est structuré, combien il y a de personnes dans telle salle, etc. Et on a beaucoup travaillé avec eux. Donc on a la chance d'avoir des supporters un peu en interne du département qui nous ont beaucoup aidé là-dessus. Donc ça c'est vraiment super parce que ils sont... Quand on leur a dit, par exemple, il faudrait bien, relancer la caméra à tel endroit qui se déplace sur site, ils sont montés au mât pour nous aider là-dessus parce qu'on n'est pas habilité pour le faire, parce que c'est parfois en hauteur. Ça a vraiment été super. C'est un gros partenariat pour nous et une énorme contribution. Donc on est très reconnaissants. Ils nous ont beaucoup aidé là-dessus et ça nous a permis de faire évoluer le produit. Donc c'est là où on a repéré nos premières sources de faux positifs, des nuages bas, du brouillard. Des conditions de météo qui sont juste un peu compliquées, qui peuvent mettre l'algorithme en confusion, on va dire ça comme ça. Faux positif, peut-être juste pour expliquer, c'est quand du coup l'algorithme a l'impression de détecter et renvoie une alerte, alors qu'en fait c'était juste, comme tu dis, un nuage par exemple qui est passé un peu bas ou quelque chose comme ça. Ok. Et donc l'idée, ça va être après d'enrichir l'algorithme pour entre guillemets petit à petit que il en envoie le moins possible. Effectivement, il y a deux perspectives qui sont possibles. Donc, si on se dit qu'il faut automatiser cette détection, soit on part du principe qu'on a une distribution et des données qui sont représentatives de toutes les situations qui peuvent être rencontrées dans la réalité. Très généralement, ce n'est pas le cas. Et donc, on rentre dans un processus un peu plus itératif. On se dit, on a fait une première version. Ensuite, on repère des sources de faux positifs qui sont pas disponibles. Donc, imaginons qu'on n'avait pas intégré de nuage bas dans notre jeu de données. Là, soit on se dit, on récupère ces images du terrain, on les inclut dans notre jeu de données, soit on va en récupérer ailleurs. Donc, tout bêtement, une approche assez naïve, ça pourrait être de dire, on récupère sur Google Images plein de photos de forêts où il y a des nuages bas et on les rentre dedans et ça permet d'améliorer cette détection. Et du coup, depuis ce test en Ardèche, là, vous en êtes où à peu près? Est-ce que vous avez fait d'autres tests? Est-ce que l'objectif, c'est de trouver plus du coup de régions justement qui ont besoin d'aide sur ces sujets, qui vont être des supports? L'Ardèche, ça remonte à 2021, donc on a fait ça durant l'été. Ça nous a permis d'avoir d'autres contacts. Cet été, on a installé ça sur un site dans le secteur privé en Gironde. Qui nous a permis de tester notre deuxième prototype avec notre mise à jour de caméra. Et là, on est en discussion pour la Charente-Maritime et peut-être dans le Hérault aussi.
Donc c'est sympa, ça s'étend. On a beaucoup appris sur ces dernières années et le but c'est qu'à chaque fois justement on soit capable de détecter ce petit détail qu'on couvrait pas avant et d'aller avancer un peu plus loin. Et comment vous vous êtes organisé ou comment vous êtes organisé maintenant et également comment vous collaborez avec Data for Good pour avancer sur le projet? Data for Good, ça a été c'est notre vivier de talent. Autant il y a des boîtes qui font appel à des organes externes pour recruter ou alors qui vont chasser du monde. Nous, c'est assez différent. Donc, on a eu la chance de naître chez Data for Good et d'avoir tout le soutien de la communauté. Donc, nous a apporté pas mal de bénévoles au fur et à mesure des années. Et aujourd'hui, alors comme on traite à la fois avec le secteur privé et le secteur public, on a quand même besoin d'avoir un niveau de prestation qui est peut-être un peu différent du type de service qui peut être apporté par une asso de manière générale, surtout pour des produits logiciels ou avec un peu même de prototypage matériel. Et donc, on est structuré à peu près comme une boîte au niveau des équipes, comme une équipe qui fait du back-end, du développement de l'API par exemple, une équipe qui fait du front-end, donc plus la partie visualisation, plateforme et tout ça, la partie R&D sur les algorithmes de vision comme je te mentionnais un peu plus tôt, la partie communication, la partie UX, donc faire de la recherche utilisateur auprès des pompiers comme je te disais un peu plus tôt, s'assurer que c'est une interface qui va leur parler, pas quelque chose qu'ils vont juste laisser de côté ou complètement ignorer. Donc tous ces éléments-là, ça fait que on ressemble plus ou moins à une petite start-up. À la différence qu'on n'est pas payé, qu'on est tous bénévoles. Et quels sont les plus gros challenges que vous avez rencontrés dans le cadre de ce projet? Il y en a deux que beaucoup de start-up et de manufacturers rencontrent cette année, à savoir qu'il y a des pénuries en composants électroniques. Donc ça pose quelques soucis sur notre approvisionnement parfois. On est moins touché parce qu'on utilise de l'électronique peu complexe, au sens où on a essayé de faire en sorte que le système soit le plus simple et le plus accessible possible financièrement, pour que ça puisse être envisageable de mettre ça dans un pays en voie de développement ou des communes qui ont peut-être moins de budget pour ce genre de sujet. Du coup, nous on tourne sur des Raspberry Pi, donc c'est des petits ordinateurs. Ça ressemble à une carte imprimée, mais c'est plus ou moins capable de faire tourner une suite bureautique ou ce genre de choses. Tu peux avoir ça à la maison pour naviguer sur Internet ou peu importe. Il y a eu quelques ruptures de stock, donc on est généralement en discussion avec eux pour s'assurer qu'on s'approvisionne au bon moment. Donc on est un peu moins touché parce qu'on n'a peut-être pas les volumes que d'autres prestataires ont à gérer. Mais ouais, ça a été un gros challenge. Et à côté de ça, du coup, évidemment, on se pose la question de temps en temps de faire évoluer notre prototype matériel. Cette année, on a fait un changement de caméra. Il s'avère que ça a été extrêmement bénéfique pour nous. On a simplifié notre contrôle des caméras et on a amélioré la qualité sans avoir à faire trop de concessions sur le prix. Ça, c'était un super choix qu'on a pu faire. Et ouais, on est très content de passer par là, mais c'est pas évident parce que là, on parle de quelque chose qui va être déployé peut-être sur un certain nombre de sites en France. On veut s'assurer que ça soit carré, que ça soit pas quelque chose, la caméra que machin a pu développer en quelques semaines. Et quelles sont les prochaines étapes pour Pioneer? Alors ça, c'est un long sujet parce que il y a toujours... Bon, alors déjà, le chantier de base, il faut être tout à fait transparent. Si notre solution était absolument parfaite, je pense qu'on l'aurait déjà poussé beaucoup plus largement. Donc on a généralement, quand on rentre sur un site ou dans une situation de détection, parfois quelques petites subtilités. Ça nous est arrivé d'arriver sur un site où il y avait en vision directe une carrière. Et les camions passent de temps en temps à cet endroit-là. Il y a des panaches de fumée qui émanent de cette zone-là. Et même les guetteurs humains se trompent là-dessus. Et donc ils appellent les pompiers, ils leur disent, je pense qu'il y a un incendie. Mais les pompiers leur disent non, parce qu'ils savent qu'à cet endroit-là, il y a une carrière. Donc, ça veut dire qu'il y a des endroits où la vision ne suffit pas. Ça, par exemple, c'est des sources de faux positifs qu'il faut qu'on élimine. Donc on les traite de différentes manières. C'est-à-dire, à cet endroit-là, par exemple, il est très peu probable qu'il y ait un incendie, ou il faut vraiment que l'algorithme soit beaucoup plus sûr que la moyenne. Il y a plein de méthodes qu'on peut employer pour ça. Donc ça fait partie de notre challenge, éliminer nos sources de faux positifs. Donc quand on dit qu'il y a un incendie, mais c'est pas le cas. Et les autres challenges qu'on peut avoir derrière et next step, je pense que ça serait d'envisager éventuellement d'utiliser autre chose que le flux visuel. Donc, il y a des startups qui creusent la partie détecteur de CO2. Bon, il y a des notions il y a peut-être une sensibilité à la proximité qui est plus importante, mais ça pourrait être une étape intéressante à explorer par la suite. Excellent. Bah écoute, FG, on arrive sur la fin de cette interview. Merci beaucoup en tout cas pour le partage.